Chers insomniaques, rêveurs et curieux des profondeurs humaines, bienvenue dans Ziliouk, une histoire qui vous tiendra en haleine jusqu'aux petites heures. Inspirée du style inquiétant de Georges Simenon, cette série en 10 chapitres explore les secrets d'une petite ville où le passé rattrape toujours le présent. Installez-vous confortablement, laissez les voix de la nuit vous envelopper et préparez-vous à plonger dans une intrigue où chaque détail compte. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et peut-être dormirez-vous un peu moins sereinement cette nuit. Bonne écoute. À Saint-Hilaire, bourgade isolée de l'arrière-pays normand, l'arrivée de Léon Ziliouk, un homme hanté par un drame familial, réveille des souvenirs enfouis. 30 ans après la disparition mystérieuse de son frère cadet, il revient dans la maison ancestrale, déterminé à percer le silence des habitants. Mais entre la vieille servante évasive, le médecin aux mains tremblantes, et l'ombre d'un château en ruine, chaque piste semble mener à un labyrinthe de mensonges, alors que des lettres anonymes menacent de révéler la vérité. Léon réalise que le bourbier de Saint-Hilaire est plus gluant qu'il ne le croyait, et que certains secrets méritent de rester enterrés. Chapitre 1. La maison aux volets clos. La pluie frappait les carreaux avec une régularité de métronome, transformant les ruelles de Saint-Hilaire en miroirs troubles. Léon Ziliouk contempla la façade délavée de la maison familiale, ses volets de bois vert mangés par le lierre, et sentit un froid familier lui mordre les os. Rien n'avait changé depuis son départ, 20 ans plus tôt. Pas même l'odeur de moisi, mêlée à celle des genêts en fleurs, qui lui sauta au visage dès qu'il ouvrit la grille rouillée. Les gonds hurlèrent, comme pour prévenir les murs de son retour. « C'est donc ici que tout a commencé », murmura-t-il, en serrant la lettre dans sa poche. La lettre, reçue 3 jours plus tôt à Paris, portait un simple mot tracé à l'encre. « Pâle. Reviens, il faut que tu saches. » Aucune signature. Mais l'écriture, penchée et nerveuse, ressemblait à celle de Marthe, la servante qu'il avait élevée après la mort de sa mère. Une femme qui savait tout, mais ne parlait jamais. La porte grinça sur ses gonds. À l'intérieur, le temps semblait figé dans une brume grise. Les mêmes napperons jaunis ornaient les tables, les mêmes portraits sévères le jugeaient du regard. Le portrait de son père, surtout, accroché au-dessus de la cheminée. Un homme raide, aux yeux clairs et froids, qui avait passé sa vie à traquer les secrets des autres tout en protégeant les siens. « Marthe !» appela Léon, la voix éraillée par l'angoisse. Seul le tic-tac de la pendule lui répondit. Une pendule qui n'avait pas dû sonner depuis des lustres, son balancier figé à l'heure du drame. Il monta l'escalier, chaque marche gémissant, sous son poids, jusqu'au palier du premier étage. La chambre de son frère Édouard était restée intacte, lit étroit, couverture militaire, étagère supportant des livres de géographie et un bocal vide, souvenir d'une collection de papillons abandonnés. Sur la table de chevet, une photographie attira son attention. 2 garçons souriaient, devant le château de la Croix-Haute, à l'orée de la forêt. Lui-même, à 12 ans, et Édouard, 6 ans de moins, tenant une cage à oiseaux vide. « On la remplira demain », avait-il promis ce jour-là. Une promesse jamais tenue. Un bruit sourd le fit sursauter, venant de la cave. « Marthe, c'est vous ?» Pas de réponse. Léon alluma une lampe à huile et descendit les marches humides, le cœur battant. La cave sentait le salpêtre et le cidre tourné, une odeur de souvenirs pourris. Au fond, sous un tas de vieilles couvertures, une malle en osier attira son regard. Fermée par un cadenas rouillé, elle portait une étiquette. Édouard, 1932. Son cœur accéléra. Il força le cadenas avec un tisonnier. À l'intérieur, des cahiers d'écolier, des plumes séchées et une robe de chambre, en soie bleue, maculée de taches brunâtres. Du sang, sans doute.
Léon recula, la lampe tremblant dans sa main. Les taches formaient une traînée, comme si le vêtement avait été traîné sur le sol. Un courant d'air glacial le frôla. La porte de la cave claqua soudain, le plongeant dans le noir. « Qui est là ?» hurla-t-il en tambourinant contre le bois. Seul, le rire grinçant du vent lui répondit. Il grimpa les marches 4 à 4, mais la porte était verrouillée, de l'extérieur, coincée, comme un rat. Comme Édouard, 30 ans plus tôt. La lampe s'éteignit. Dans l'obscurité, une voix s'éleva, rauque et moqueuse. « Tu cherches la vérité, Léon. Elle est là, sous tes pieds. » Il se figea. La voix ressemblait à celle de son père, mort depuis 10 ans. Quand il reprit ses esprits, la porte était ouverte. La pluie avait cessé. Sur le seuil, une silhouette noire se découpait dans la lumière pâle du soir. Marthe. Son visage ridé était impassible, mais ses mains tremblaient. « Vous ne devriez pas fouiller le passé, monsieur Léon, » dit-elle en baissant les yeux. « Certains secrets préfèrent rester enterrés. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais elle avait déjà disparu dans l'ombre du couloir. Chapitre 2. Les ombres du bourg. Le lendemain, un brouillard tenace enveloppait Saint-Hilaire, estompant les contours des maisons et étouffant les bruits. Léon marchait d'un pas décidé vers le centre du bourg, ses semelles clapotant dans les flaques. Les rares passants baissaient les yeux en le croisant, comme s'il portait la peste. Seule la devanture du café-tabac, éclairée d'une lumière jaunâtre, semblait l'attendre. À l'intérieur, le silence se fit quand il poussa la porte. Le patron, un homme au ventre rond et au regard fuyant, essuyait un verre derrière le comptoir. « Un café, s'il vous plaît. »« On n'aime guère les curieux ici. » marmonna le tenancier sans lever les yeux. Léon posa une pièce sur le zinc, plus lourde que nécessaire. « Je cherche le docteur Clément. » Un rire sec fusa depuis l'arrière-salle. Une vieille femme aux cheveux gris, assise près de la cheminée, cracha par terre. « Le docteur est mort depuis 10 ans, étranger, mais son fils, lui, il habite toujours la grande maison près de l'église. » Léon remercia d'un signe de tête et sortit. La maison du docteur Clément fils se dressait à l'écart, entourée d'un jardin sauvage. La porte s'ouvrit avant même qu'il frappe. Un homme d'une 50aine d'années, aux mains tremblantes et au teint cireux, le dévisagea. « Je vous attendais, » dit-il simplement. « Entrez. » L'intérieur sentait l'éther et le renfermait. Des étagères croulaient sous des fioles poussiéreuses. « Vous étiez là, n'est-ce pas ?» le défia Léon. Le soir où Édouard a disparu. Le médecin s'affaissa dans un fauteuil, ses mains agitées de soubresauts. « Votre frère était un enfant étrange. Il parlait aux oiseaux, croyait aux esprits. Et puis, il y a eu cette histoire avec la fille du notaire. Quelle histoire? Elle est morte, vous savez. Noyée dans l'étang du château. On a dit que c'était un accident. Mais Édouard, il l'avait vue ce jour-là. Juste avant. » Léon sentit un frisson lui parcourir l'échine. Où est le château maintenant? En ruine. Personne n'y va plus depuis la nuit des cris. Le médecin se leva brusquement, mettant fin à l'entretien. Méfiez-vous des souvenirs, monsieur Ziliouk. Ils mordent plus fort que les vivants. De retour dans la rue, Léon se dirigea vers l'étude du notaire, un bâtiment austère orné de gargouilles grimaçantes. Le clerc, un jeune homme pâle aux lunettes rondes, refusa de le recevoir. « Maître Vernier est souffrant », répétait-il en triturant un dossier. « Revenez la semaine prochaine. Dites-lui que c'est à propos d'Édouard et de sa fille », insista Léon. Le clerc blêmit et referma la porte au nez de Léon. La nuit tombait quand il atteignit le château de la Croix-Haute. Les tours éventrées se découpaient contre le ciel violet. Des corbeaux s'envolèrent en croassant. Léon avança parmi les décombres, éclairant son chemin avec une lampe de poche. Dans la grande salle, des graffitis couvraient les murs, et les morts ne dorment pas. Elles nous regardent. Soudain, un bruit de pas résonna derrière lui. « Qui êtes-vous » cria-t-il en se retournant.
Pas de réponse. Seulement une silhouette encapuchonnée qui s'enfuyait vers la forêt. Revenant vers le village, Léon croisa Marthe, debout devant l'église, une lanterne à la main. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez » demanda-t-elle d'une voix éteinte. « Pas encore. Mais je sais maintenant que tout le monde ment. » Elle secoua la tête, ses yeux noirs brillant d'une lueur étrange. « Les mensonges sont des murs, monsieur Léon. Ils protègent autant qu'ils... » Emprisonne. Avant qu'il puisse répondre, une voiture noire passa lentement, phare éteint. À l'intérieur, le visage blafard du notaire Vernier le fixait. Chapitre 3. La lettre et le couteau. Le matin se leva sur un ciel de plomb. Léon trouva une enveloppe glissée sous la porte de la cuisine. Aucun nom, mais l'écriture était la même que celle de la première lettre. À l'intérieur, une coupure de journal jauni datant de 1932, la petite Agnès Vernier, 14 ans, retrouvée noyée dans l'étang du château. La thèse de l'accident privilégié. Sous l'article, un mot griffonné. Elle savait pour le couteau. Léon relut la phrase, les doigts crispés. Quel couteau? Celui qui manquait dans la cuisine familiale depuis la disparition d'Édouard. Il se rendit à la bibliothèque municipale, tenue par une vieille fille aux cheveux gris acier, mademoiselle Ruel. Les archives locales étaient poussiéreuses, mais complètes. « Vous cherchez des renseignements sur l'étang » demanda-t-elle sans lever les yeux de son tricot. « Sur Agnès Vernier » rectifia Léon. Elle se figea. Personne ne parle plus de cette histoire. Pourquoi? Parce que le diable y a trempé son doigt. Elle sortit un registre écorné. Les pages concernant 1932 avaient été arrachées. Vous ne trouverez rien ici, mais allez donc voir le fossoyeur. Il était jeune, à l'époque. Il a vu le corps. Le cimetière était désert, à l'exception d'un homme courbé, armé d'une pelle. « Agnès Vernier, » dit Léon. « Vous vous souvenez ?» L'homme se retourna, révélant un visage sillonné de rides profondes. Elle était vêtue de blanc, comme une mariée. Mais son cou, il y avait des marques de doigts. On a accusé quelqu'un. Le notaire a étouffé l'affaire, il a payé pour ça. Mais le vrai coupable, il cracha par terre. Le diable l'a emporté. Qui? Votre frère, monsieur Ziliouk. Votre frère et ses sacrés oiseaux. Léon rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Dans sa chambre, il trouva Marthe en train de faire le ménage. Pourquoi avoir gardé la robe tachée d'Édouard? Demanda-t-il abruptement. Elle lâcha son chiffon. Parce que le sang ne part jamais, monsieur Léon. Même après 30 ans, avant qu'il puisse insister, un cri déchira la nuit, un cri d'animal blessé provenant de la forêt. Léon courut vers le son, suivi de près par Marthe qui répétait « Ne faites pas ça, ne faites pas ça ». Au bord de l'étang, il découvrit une forme recroquevillée, un chien, la gorge tranchée. À côté, planté dans la boue, un couteau rouillé. Le manche était gravé d'un « E » majuscule. Chapitre 4. Le journal maudit. La pluie avait repris, fine et pénétrante, enveloppant Saint-Hilaire d'un linceul humide. Léon, assis à la table de la cuisine, feuilletait les cahiers d'écoliers trouvés dans la malle d'Édouard. L'écriture, enfantine, appliquée, décrivait des observations minutieuses. Les corneilles volent en cercle au-dessus du château. Marthe dit que c'est un présage. Père ne veut pas que j'y retourne, mais j'ai vu Agnès là-bas. Elle m'a souri. Un passage, daté du jour de la disparition d'Agnès, était barré de traits de rageur. Elle savait pour le couteau. Elle voulait tout dire au docteur. Je ne peux pas laisser faire ça. Léon referma le cahier, les tempes battantes. La porte grinça. Marthe entra, portant un plateau de thé fumant. « Vous n'auriez pas dû toucher à ses souvenirs, » dit-elle, en posant le plateau. Édouard a écrit qu'Agnès connaissait le secret du couteau. Quel secret? La vieille femme s'affaissa sur une chaise, ses mains noueuses serrées autour de sa tasse. Votre père avait une collection d'armes. Un poignard ancien, gravé d'un « E ». Il l'a offert à Édouard pour ses 10 ans. Et ensuite, elle ferma les yeux.
La lame a disparu. Avec Agnès. Un silence pesant s'installa. Léon se leva, déterminé. « Je vais parler au notaire. Il vous tuera comme il a tué la vérité, » cracha Marthe. Mais Léon était déjà dehors. La demeure des Vernier, un manoir austère entouré de cyprès, semblait l'observer derrière, ses volets clos. Le notaire, un homme sec aux lèvres pincées, le reçut dans un bureau lambrissé, sentant le cuir et le renfermer. « Que voulez-vous, Ziliouk? La vérité sur Agnès et sur mon frère. Vernier blêmi. Votre frère a... »« Assassiné ma fille !» hurla-t-il en frappant du poing sur la table. « Il l'a égorgée avec ce maudit couteau, et vous osez... » Personne n'a jamais prouvé ça, parce que votre père a tout étouffé. Le notaire se leva, tremblant. Il a menacé de ruiner ma famille si j'allais voir les gendarmes. Alors j'ai gardé le silence. Mais maintenant, vous allez payer pour leur crime. Léon recula, mais la porte était verrouillée. Vernier sortit un revolver du tiroir. « Sortez de ma maison, » souffla Léon. « Ou quoi? Vous croyez que les gens d'ici vous aiment? Vous êtes un Ziliouk, un parasite. » Soudain, un cri déchira l'air. Une servante cachée derrière un rideau s'enfuit en hurlant. Léon en profita pour bondir sur Vernier, lui arrachant l'arme. Ils luttèrent, le coup partit, brisant un miroir. Quand la fumée se dissipa, Vernier gisait au sol, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise. Léon s'enfuit dans la nuit, le cœur battant la chamade. En rentrant, il trouva Marthe devant l'âtre, brûlant les cahiers d'Édouard. « Vous êtes fou !» cria-t-il. « Les morts doivent rester morts, » répliqua-t-elle. Elle jeta un dernier cahier dans le feu. Sur tous ceux qui reviennent, Léon se précipita pour sauver le carnet, mais les flammes avaient déjà dévoré la moitié des pages. Sur la dernière intacte, une phrase. « Le château est vivant. Il nous appellera jusqu'au bout. » Chapitre 5. La nuit des aveux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le notaire Vernier était mort. Suicide selon le médecin. Accident, murmurait le bourg. Léon, cloîtré dans la maison familiale, entendait les rumeurs enflées derrière les volets clos. Marthe, muette, passait ses journées à astiquer les cadres des ancêtres comme pour effacer le temps. Vers minuit, on frappa à la porte. Un homme encapuchonné, le visage masqué par une écharpe, se tenait sur le seuil. « Je sais ce qui est arrivé à Édouard, » chuchota-t-il. « Rendez-vous au cimetière. » Léon le suivit, le cœur battant. Sous la pluie, l'inconnu disparut entre les tombes, ne laissant qu'une lanterne allumée devant la sépulture des Vernier. Sur la pierre, une inscription gravée récemment. « À Agnès, morte pour la vérité. »« Qui êtes-vous » cria Léon dans le vent. Un rire grinçant lui répondit. Soudain, une main se posa sur son épaule. Le fossoyeur. « Vous ne devriez pas être ici, monsieur Ziliouk. Les morts n'aiment pas les curieux. »« Que savez-vous sur la nuit où Agnès est morte ?» L'homme cracha par terre. « J'ai vu votre frère ce soir-là. Il courait vers le château, le couteau à la main, et puis... plus rien, sauf le cri. Quel cri? Celui du diable, » ricana le fossoyeur. « Le même que vous entendrez si vous continuez à fouiller. » De retour chez lui, Léon trouva un paquet enveloppé de toile cirée sur son lit. À l'intérieur, un journal intime à la couverture moisie. Journal d'Agnès Vernier, 1932. Les pages collées par l'humidité racontaient un amour interdit. Édouard m'a embrassé près de l'étang. Il dit que nous partirons loin d'ici, mais son père nous tuera s'il l'apprend. Plus loin, une page arrachée. Il m'a montré le couteau. C'est une arme maudite. Elle appartenait à sa mère qui s'est tranché la gorge avec. Édouard dit que le sang appelle le sang. Léon referma le journal, glacé. Un bruit de verre brisé le fit sursauter. Marthe, debout dans l'encadrement de la porte, tenait un tesson de bouteille à la main. « Vous avez tué le notaire. »« N'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Comme Édouard a tué Agnès. Comme votre père a tué la vérité. »« Je ne voulais pas. Personne ne veut. » coupa-t-elle. « Mais le château vous a appelé. Il appelle tous les Ziliouk. » Elle s'effondra en larmes, révélant enfin son secret. « J'étais là cette nuit-là.
J'ai vu Édouard poignarder Agnès, et quand votre père m'a ordonné de me taire, j'ai obéi. Parce que je vous aimais, Léon sentit le sol se dérober. Où est Édouard maintenant? Dans les souterrains du château, où votre père l'a enfermé pour le punir, vivant. Chapitre 6. Les souterrains de la folie. L'aube se traînait, grise et visqueuse, quand Léon pénétra dans les ruines du château. Une odeur de terre humide et de champignons pourris imprégnait l'air. Guidé par une lanterne tremblante, il s'enfonça dans un escalier dérobé, derrière une tapisserie moisie représentant un dragon à 3 têtes. Les marches sinueuses débouchèrent sur un tunnel voûté, creusé à même le roc. Des grincements inquiétants résonnaient dans l'obscurité. Des rats, ou peut-être des souvenirs. Des graffitis obscènes couvraient les murs, datant de plusieurs décennies. Les Iliouks brûleront en enfer. Agnès nous regarde. Soudain, un rire étouffé. Léon se figea. « Édouard, c'est toi ?» Pas de réponse. Seulement l'écho de sa propre voix, déformée par les parois humides. Plus loin, une porte de fer rouillée barrait le passage. Il força le cadenas avec une barre de fer trouvée par terre. Derrière, une cellule minuscule, aux murs couverts de dessins d'oiseaux et de visages grimaçants. Au sol, un squelette, recroquevillé en position fétale. Une chaîne rouillée entourait sa cheville. À côté, un cahier à moitié dévoré par les rats. Léon le ramassa, les mains tremblantes. L'écriture était celle d'Édouard, mais plus désordonnée, fiévreuse. « Ils m'ont enfermé ici. Père m'a puni pour Agnès. Mais je les entends. La nuit. Les voix du château. Elles disent que je dois payer. » Un bruit de pas lourd approcha. Léon se cacha derrière la porte. Une silhouette massive passa devant lui, portant une torche. Le fossoyeur. « Je savais que tu viendrais, » ricana-t-il. « Les Iliouks ne peuvent pas résister à l'appel du sang. » Il disparut dans un couloir adjacent. Léon le suivit, le cœur battant. Le tunnel déboucha sur une salle immense, voûtée, éclairée par des torches fumantes. Au centre, un autel de pierre maculé de taches brunes. Autour, des dizaines de portraits accrochés au mur, des visages de femmes toutes jeunes, toutes souriantes. Agnès, reconnut-il, et d'autres, inconnus. « Ce sont les victimes », souffla une voix derrière lui, Marthe. Elle tenait une dague à la main, ses yeux noirs brillant d'une lueur démente. « Votre père les a toutes tuées pour protéger le secret des Iliouks. » « Quel secret? Le couteau, il est maudit. Toute femme aimée par un Iliouk meurt, comme votre mère, comme Agnès. » Elle s'avança, menaçante. « Et vous, Léon, vous êtes le prochain. » Un coup de feu claqua. Marthe s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa robe noire. Derrière elle, le médecin Clément, tremblant, tenait un revolver fumant. « Elle allait vous tuer, » balbutia-t-il, « comme elle a tué Édouard. »« Édouard est mort. » « Non, il est vivant, enfermé depuis 30 ans. Parce qu'il savait. Savait quoi? Que le diable vit dans les murs et qu'il vous attend. Chapitre 7. Le pacte des ombres. Le médecin traîna Marthe dans un coin de la salle, son sang formant une flaque noirâtre sur les dalles. Léon, hébété, fixait les portraits des femmes mortes. Leur sourire semblait se moquer de lui. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il à Clément. « Un complice, comme votre père, comme le notaire. Nous avons juré de protéger le secret. »« Quel secret ?» hurla Léon. « Le couteau !» Clément s'affaissa contre un mur. C'est une arme sacrée. Elle appartenait à une secte qui pratiquait des sacrifices humains ici, au Moyen-Âge. Les Iliouks sont leurs descendants. Le sang des femmes innocentes nourrit la malédiction. Et Édouard, il a voulu briser le cycle. En tuant Agnès, il pensait anéantir le pacte. Mais le diable ne lâche pas ses proies. Alors votre père l'a enfermé ici pour le protéger. Et protéger le village. Un grincement sinistre interrompit ses aveux. Une porte secrète s'ouvrit dans la paroi, révélant un passage étroit. Léon s'y engagea, la lanterne à bout de bras. Au bout, une pièce circulaire éclairée par des lucarnes en forme d'yeux.
Au centre, un homme aux cheveux blancs, vêtu de haillons, chantonnait en caressant un crâne humain. Édouard. L'homme se retourna. Son visage était creusé de rides profondes, mais ses yeux étaient ceux de l'enfant sur la photo. « Tu es venu, Léon, je t'attendais. » Pourquoi? Pourquoi avoir tué Agnès? Parce qu'elle voulait fuir avec moi. Et si je l'aimais, la malédiction l'aurait tuée de toute façon. Alors j'ai choisi de la sauver de l'au-delà. Il désigna un coffre de bois noir, ouvert. À l'intérieur, des ossements et un poignard gravé d'un E. Le couteau doit retourner dans la terre, sinon le diable reviendra. Un rugissement sourd ébranla les murs. Des cris, des voix, des rires fous résonnèrent soudain, comme si les morts se réveillaient. « Dépêche-toi » cria Édouard. « Enterre-le » Léon saisit le poignard, mais une main squelettique jaillit du sol, l'agrippant par la cheville. Des ombres se matérialisèrent, des femmes en robe blanche, les victimes des portraits. « Tue-nous encore, Ziliouk » glapirent-elles. « Nourris-nous » Édouard se jeta sur lui, le poignard brandi. « Non » hurla Léon, mais le coup partit. La lame s'enfonça dans la poitrine de Léon et traversa une des ombres. La salle s'illumina d'une lumière aveuglante. Quand il rouvrit les yeux, Édouard avait disparu. Le coffre était vide, et le médecin Clément, debout à l'entrée, souriait. « Le pacte est rompu, dit-il, mais le diable ne pardonne pas. » Chapitre 8. Le sang des innocents. La lumière crue du jour perçait à peine les nuages, quand Léon sortit du château, le corps rompu et l'esprit en déroute. Le médecin Clément marchait à ses côtés, silencieux, son revolver toujours à la main. « Où est Édouard » demanda Léon, la voix rauque. « Parti là où les pactes ne l'atteignent plus, » répondit Clément. « Mais le diable n'en a pas fini avec vous. » Ils traversèrent le village sous les regards fuyants des habitants. Devant l'église, le fossoyeur creusait une nouvelle tombe. « Pour Marthe, » expliqua-t-il sans relever la tête. « Elle a trahi le serment. » Léon sentit une nausée monter. « Quel serment ?»« Celui de protéger le secret, » intervint Clément. « Tous ici sont liés. Votre père, le notaire, moi. Nous avons juré de maintenir l'équilibre, en tuant des innocentes, en sacrifiant quelques-unes pour en sauver des centaines. Le couteau exige du sang, sinon c'est le village tout entier qui brûle. » Léon serra les poings. Et Édouard, il voulait briser ce cycle. Il a échoué. Comme vous échouerez. Une pluie fine se mit à tomber, noyant les ruelles de brume. Chez lui, Léon trouva une lettre posée sur la table. L'écriture d'Édouard, mais plus ferme, presque joyeuse. Le puits derrière l'église. Creuse à minuit. Il se rendit au cimetière, suivi de loin par Clément, qui murmurait des avertissements. Le fossoyeur l'attendait près du puits, une pelle à la main. « Vous ne devriez pas, dit-il. Les morts n'aiment pas qu'on les dérange. Édouard m'a appelé. Édouard est mort depuis 30 ans. » Léon ignora l'avertissement et commença à creuser. La terre était meuble, comme retournée récemment. À 1 mètre de profondeur, sa pelle heurta du bois, un cercueil d'enfant, couvert de symboles occultes. À l'intérieur, les restes d'une fillette et le couteau maudit planté dans son sternum. « Qui est-ce » cria Léon. « La première victime » répondit Clément, sortant de l'ombre. « La fille du forgeron, celle qui a lié votre famille à la malédiction. » Un cri strident déchira la nuit. Des ombres se mirent à tournoyer autour du puits, des femmes en robes blanches, leurs visages déformés par la haine. « Elles veulent le couteau » souffla le fossoyeur, pour achever le rituel. Léon saisit l'arme, mais une douleur fulgurante lui traversa le bras. Les ombres s'immobilisèrent, puis se dissipèrent en riant. « Vous êtes marqué maintenant, » dit Clément. « Le diable vous a choisi. » Chapitre 9. La confession du diable. Les cloches de l'église sonnaient minuit quand Léon, fiévreux, se traîna jusqu'à la bibliothèque. Mademoiselle Ruelle, la bibliothécaire, l'attendait, un livre ancien ouvert devant elle. « Vous cherchez la vérité, n'est-ce pas ?» dit-elle sans préambule. « Qui êtes-vous ?»« Une gardienne. Comme votre père.
comme Clément. Elle tourna les pages du grimoire, révélant des illustrations macabres, des sacrifices, des pactes, des visages hurlants. Votre famille a conclu un accord avec l'entité du château il y a 2 siècles. En échange de richesses et de pouvoir, chaque génération doit offrir une âme pure. Les femmes aimées par les Ilyuk, et Édouard a tenté de briser ça, en tuant Agnès avant que la malédiction ne la prenne. Mais le pacte ne peut être rompu, seulement transféré. Elle désigna la marque sur le bras de Léon, là où le couteau l'avait touché. Une tache noire, en forme de serpent. Vous êtes le nouveau réceptacle. Dehors, le vent se leva, hurlant comme une meute de loups. Clément apparut à la porte, essoufflé. « Ils arrivent, dit-il. Les anciens, ils veulent le couteau, pour... » L'enfoncer dans le cœur de Léon, compléta mademoiselle Ruelle. Pour que le pacte survive, Léon recula, le couteau serré contre lui. « Je ne les laisserai pas faire. Vous n'avez pas le choix. » Ricana une voix familière. Édouard, debout. Dans l'ombre, les yeux brillants d'une lueur rougeâtre, tu as toujours été faible, Léon, incapable de voir le prix de la survie. Tu es possédé. Je suis libre, libre de servir le maître. Il bondit, les mains tendues vers la gorge de Léon. Mademoiselle Ruelle s'interposa, brandissant un crucifix. Édouard hurla, reculant, comme brûlé. « Courez !» cria-t-elle. « Allez au château !» Là où tout a commencé. Léon courut à travers la tempête, poursuivi par des cris inhumains. Le château se dressait devant lui, ses fenêtres éclairées d'une lueur verte. À l'intérieur, les murs suintaient une substance noirâtre et les portraits des victimes chuchotaient en chœur « Tue, sauve-nous, tue !» Au cœur de la grande salle, l'autel de pierre l'attendait, et derrière, une silhouette encapuchonnée, tenant un calice d'argent. « Qui êtes-vous » demanda Léon haletant. La silhouette ôta sa capuche. Son père, mort depuis 10 ans, mais bien vivant, les yeux vides et le sourire carnassier. « Le gardien du pacte, dit-il, et tu vas prendre ma place. » Chapitre 10. La danse des ténèbres. La silhouette de son père, figée entre vie et mort, dominait l'autel maculé de sang séché. Léon sentait le couteau brûler dans sa main, comme animé d'une volonté propre. « Tu as fui pendant des années, » ricana l'apparition, « mais le sang appelle le sang. »« Vous n'êtes pas mon père, » cracha Léon, « il est mort. »« Mort ?» Le rire se mua en un grondement surnaturel. « Je suis plus vivant que jamais. Grâce à eux, il désigna les murs, où les ombres se tordaient, en forme humanoïde. Des visages familiers, Agnès, Marthe, le notaire, le médecin, tous souriaient, les yeux vides. « Le pacte exige un gardien, » continua la créature, « quelqu'un pour nourrir l'entité. Édouard a échoué, toi, tu vas. » Réussir, Léon recula, mais les ombres se refermaient autour de lui. Soudain, une voix claire perça l'obscurité. Léon, Édouard, le vrai, surgit d'un passage secret, tenant une torche enflammée. « Ne l'écoute pas, c'est un leurre. » La créature rugit, projetant des éclairs noirs. Les murs tremblèrent. Léon, déséquilibré, tomba contre l'autel. Le couteau glissa, entaillant son avant-bras. Un flot de sang noirâtre jaillit, attirant les ombres comme des mouches. « Voilà !» approuva la créature. « Laisse-toi faire. »« Non !» hurla Édouard en lançant la torche sur l'autel. Les flammes léchèrent la pierre, révélant d'anciennes inscriptions gravées. Celui qui verse son sang libère les chaînes. Léon comprit. D'un geste brusque, il s'entailla la paume et laissa le sang couler sur les symboles. La terre se mit à trembler. Les ombres hurlèrent, se dissolvant. « En fumée, tu oses briser le cycle » gronda la créature. « Je ne suis pas un gardien » répondit Léon. « Je suis la fin. » Les yeux de la créature s'enflammèrent. Un vent glacial balaya la salle, éteignant les torches. Dans l'obscurité, une voix nouvelle s'éleva, féminine. Douce. « Merci, Agnès. » Sa silhouette diaphane se matérialisa. Devant Léon, tendant une main translucide. « Tu as rompu le pacte. Nous sommes libres. » Les autres victimes apparurent, formant un cercle autour de l'autel.
Leurs voix s'unirent en un chant funèbre, tandis que la créature se désintégrait en poussière. « Viens, » dit Édouard en aidant Léon à se relever. « C'est fini. » Mais le sol se déroba sous leurs pieds. Les ruines du château s'effondrèrent, les projetant dans un tunnel inondé. L'eau glacée leur coupa le souffle. Léon nagea vers la surface, émergeant près de l'étang. Au bord de l'eau, le médecin Clément les attendait, un sourire las aux lèvres. « Le pacte est brisé, » murmura-t-il. « Le village sera libre. » Il s'effondra, terrassé par une crise cardiaque. Léon et Édouard regagnèrent la maison familiale au petit matin. Les volets clos semblaient moins menaçants, désormais. « Et maintenant ?» demanda Édouard. « Maintenant, » répondit Léon, « nous vivons. » Mais dans le jardin, un corbeau les observait, son œil brillant d'une lueur rougeâtre. Épilogue. Les cicatrices du passé. 1 an plus tard, Saint-Hilaire avait retrouvé une paix fragile. Les habitants évitaient toujours Léon, mais les regards étaient moins chargés de haine. Édouard, lui, avait disparu, parti, disait-on, vers le sud, pour oublier. Léon vivait seul, entouré des souvenirs. Les cahiers d'Édouard, le journal d'Agnès, les lettres anonymes, tout était rangé dans un coffre de fer, sauf le couteau qu'il avait jeté dans l'étang. Un soir d'automne, alors qu'il se tenait devant la tombe de Marthe, une main se posa sur son épaule. « Mademoiselle Ruelle. »« Le grimoire a disparu, dit-elle, et le château, il est en ruine, mais intact, comme si le temps s'était arrêté. Le diable est mort, répondit Léon. Le diable ne meurt jamais. Il dort. Elle lui tendit une lettre. L'écriture d'Édouard. Je suis au château. Viens seul. Léon hésita, puis sans un mot, il suivit la vieille femme dans l'allée du cimetière. Les corbeaux croassaient, et l'air sentait la terre fraîchement retournée. Quelque part dans les ténèbres, un rire résonna. Chers insomniaques et explorateurs des ténèbres, voilà que se referme le lourd rideau sur Ziliouk. Merci d'avoir osé marcher aux côtés de Léon dans les brumes de Saint-Hilaire, d'avoir frôlé ses ombres et respiré son secret. Si cette histoire a troublé vos nuits ou éveillé vos démons, laissez un commentaire. Les murmures du passé adorent se propager. Abonnez-vous pour d'autres voyages dans l'âme humaine, où chaque chapitre est une porte entrebâillée sur l'indicible. Activez la cloche. Les prochains frissons pourraient bien vous surprendre au creux de l'oreiller. Dormez bien ou ne dormez plus. À bientôt dans l'ombre des mots.